Abidjan, le 23 septembre 2014. À la une de l'actualité, l'ouverture aujourd'hui à New York de la 69e Assemblée annuelle de l'ONU en présence du chef de l'État ivoirien. Autre rencontre aussi importante, elle a porté sur le dividende démographique, un phénomène qui crée une opportunité de croissance économique plus rapide pour un pays. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est entretenu avec les fondateurs des grandes écoles privées. Une rencontre à quelques jours de la rentrée académique sur fond de réflexion en vue de mieux aborder l'année académique. L'année scolaire, elle, devrait se dérouler dans de bien meilleures conditions pour plusieurs milliers d'écoliers. C'est en tout cas le souhait de la Fondation Children of Africa. L'organisation dirigée par la première dame ivoirienne a offert ce matin 6000 kits scolaires à des élèves, top départ d'une vaste caravane de distribution. Et puis, au Proche-Orient, 2 Palestiniens soupçonnés d'avoir enlevé et tué 3 adolescents israéliens en juin dernier sont morts ce matin dans une opération des forces israéliennes en Cisjordanie. Ils étaient recherchés depuis 3 mois. L'incident a suscité une vive émotion et des manifestations à Hébron. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. 140 chefs d'État et de gouvernement, des dizaines de ministres des Affaires étrangères et des personnalités des hautes sphères politiques mondiales ont assisté aujourd'hui à New York à l'ouverture de la 69e Assemblée annuelle de l'ONU. Au rang de ses invités de marque, le docteur Alassane Ouattara. En marge de la rencontre, le chef de l'État a aussi échangé avec Christopher Fumunio du NDI et a reçu une distinction de la Fondation Africa America Institute. Le président de la République a aussi pris part en compagnie de la première dame Dominique Ouattara au gala de la Fondation Africa America Institute où il a reçu un prix d'excellence pour l'ensemble de ses œuvres tant au plan académique, professionnel que politique. Intervenant à cette occasion, le président Alassane Ouattara a dit son émotion et a exprimé sa reconnaissance pour cette prestigieuse distinction. Il a promis être un ambassadeur dont il a bénéficié d'une bourse à son arrivée aux États-Unis en 1962. Enfin, il a plaidé pour que les universités africaines bénéficient de soutien à travers cette fondation afin d'aider les générations futures. Et sur le même sujet, j'ajoute que la Côte d'Ivoire vient d'être honorée à New York par son admission au comité directeur de la coalition pour le climat et l'air pur. Cette coalition est un mouvement mondial qui a pour objectif de réduire de façon significative les émissions de carbone noir, de méthane et d'autres substances chimiques nommées polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat. On reste à New York et on s'intéresse maintenant à une autre rencontre tout aussi importante. Elle a porté sur le dividende démographique. C'est tout simplement un phénomène qui crée une opportunité de croissance économique et de développement humain plus rapide pour un pays. À en croire le docteur Alassane Ouattara, les piliers de ce développement humain sont, entre autres, une éducation adéquate, des mesures et des lois idoines. On retrouve notre envoyé spécial à New York, Jérôme Kofi Aboulin. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau des chefs d'État du Sahel, conjointement initiée par la Banque mondiale et le FUNUAP. Une rencontre consacrée aux dividendes démographiques dans le Sahel. Le président Alassane Ouattara, invité à y prendre part, a, dans son intervention, évoqué la question tout en insistant sur la gratuité de l'école à rendre obligatoire en Côte d'Ivoire dès l'âge de 6 jusqu'à 16 ans, comme prévu dans son programme de gouvernement. Nous avons décidé que dès l'année prochaine, l'école deviendra obligatoire, à partir de 6 ans, et si possible gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce sera donc bien sûr un élément qui demande beaucoup de ressources et nous avons d'ailleurs une rencontre avec l'ancien Premier ministre Gordon Brown qui s'est chargé de ce département ici même aux Nations Unies pour faire part de notre programme. Et tout ce que cela demande comme salle de classe, équipement, etc. Pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais insister sur le fait que la santé de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille sont au cœur en fait de ce processus. Si la jeune fille est éduquée, si la jeune fille est en bonne santé, si la jeune fille sait comment se protéger, ceci nous amènera donc à avoir de meilleurs résultats en matière de dividendes démographiques. On entend par dividende démographique la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges d'un pays. Il survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la distribution par âge d'une population, ce qui signifie que moins d'investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes et que les adultes sont relativement plus nombreux dans la population. Un phénomène qui, comme on le voit, crée une opportunité de croissance économique.
Je vous le disais en titre hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est entretenu avec les fondateurs des grandes écoles privées. Une rencontre à quelques jours de la rentrée académique sur fond de réflexion en vue de mieux aborder l'année qui s'annonce. Entre autres questions abordées lors des échanges, celle du stage des admissibles au brevet de technicien supérieur BTS, ainsi que l'orientation des bacheliers dans les grandes écoles. Bientôt, c'est la rentrée des classes dans les grandes écoles. Rencontre donc entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les fondateurs des grandes écoles. Objectif, prendre ensemble les dispositions nécessaires en vue d'une année académique réussie. De nombreux points ont été abordés, entre autres la question de prise en charge des étudiants en année de BTS et la question de stage des étudiants après leur admissibilité au BTS. Nous avons donc demandé aux fondateurs d'annoncer aux prochains candidats que le BTS désormais c'est 10. Celui qui redouble paie la bourse, que les étudiants qui sont dans le privé sachent qu'ils sont obligés désormais de faire autant d'efforts, sinon de sacrifices, que leurs amis qui sont au public. L'État accorde des prises en charge à des jeunes qui, pour certains, ne vont presque pas au cours. Donc, nous ne pouvons pas continuer de donner des prises en charge à des fantômes. Désormais, parmi les critères d'appréciation que nous allons retenir pour les évaluer, la capacité donc de ces établissements privés à trouver un stage aux jeunes qui sont admis au BTS. Si nous voulons former des étudiants à la qualité, si nous voulons qu'il y ait adéquation, formation et emploi, nous devons nous employer à faire en sorte que les étudiants que nous formons, d'abord aient un stage, parce que le stage c'est l'immersion. Il faut que l'étudiant aille dans l'entreprise pour apprendre, n'est-ce pas ce qu'il a appris à l'école. Niamey Kona ajoute également que sur les 67 000 nouveaux bacheliers, 35 000 seront orientés dans les universités publiques et les 42 000 autres dans les grandes écoles. Un séminaire à Grand Bassam du 2 au 3 octobre prochain permettra de fixer la date de la rentrée des classes dans les grandes écoles selon le ministre. L'année scolaire, elle, devrait se dérouler dans de bien meilleures conditions pour plusieurs milliers d'écoliers. C'est en tout cas le souhait de la Fondation Children of Africa. L'organisation dirigée par la première dame ivoirienne a offert ce matin 6 000 kits scolaires à des élèves. C'est le top départ d'une caravane de distribution lancée aujourd'hui au cabinet de Dominique Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Haïm. 6 000 kits scolaires composés pour chaque kit d'un uniforme, d'un cartable et de fournitures scolaires. Cette année encore, comme à chaque rentrée scolaire depuis une dizaine d'années, la Fondation Children of Africa vient en aide aux parents démunis pour la scolarisation de leurs enfants. Grâce à ce don, dira le directeur des écoles, lycées et collèges représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire pourront aller à l'école, en particulier les petites filles dont la scolarisation est trop souvent délaissée au profit de celle des garçons au sein des familles démunies. Madame Sissa Issatou, responsable à l'éducation à Children of Africa, qui représentait pour la circonstance la présidente fondatrice, la première dame Dominique Ouattara, a souligné que les 6 000 kits scolaires sont répartis à parts égales entre filles et garçons, car Children of Africa veut encourager la scolarisation des petites filles partout en Côte d'Ivoire, même dans les localités les plus reculées. C'est pourquoi, en plus des cartables et des fournitures scolaires, 3 000 robes d'école ont été confectionnées, de même que 3 000 ensembles kaki pour garçons. La présidente de la Fondation, Mme Dominique Ouattara, reste fidèle à ce qui est désormais pour elle une tradition. Faire le mieux possible pour rendre le cadre de vie et de travail meilleur pour les enfants et en particulier pour les petites filles. Depuis quelques années, les parents ont compris que la scolarisation des petites filles est effective. Elle est vraiment effective chez nous en Côte d'Ivoire. Et pour encourager nos parents, Madame la Première Dame les soutient dans cette distribution de kits scolaires. Au total, 6 000 écoliers du CP1 au CM2 vont recevoir les kits scolaires. Children of Africa apporte ainsi un soutien important à l'État dans sa politique de gratuité de l'école primaire. 15 localités retenues par Children of Africa, dont les localités reculées de Zanfla,
Koukouezo, Angolo Kahak, Kachali, Aondo vont bénéficier de ce don. Au nom de la présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Cissé Aïssatou a remis symboliquement le don de la fondation aux représentants de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui, à son tour, a procédé à une remise symbolique aux représentants de 2 localités bénéficiaires, Grand Laou et Koukouezo, sous-préfecture de Ouragayo. Merci à Madame la Première Dame et à sa fondation qui fait beaucoup pour l'ensemble de la jeunesse de ce pays. Vous savez, nous sortons d'une longue période de crise et chaque année, la rentrée scolaire est assez difficile pour les parents. Donc quand vous avez une telle opportunité, en tant qu'élu, en tant que cadre, vous ne pouvez que saluer cette belle initiative de Madame la Première Dame. Sentiment de joie, de grande joie, vraiment. Quand il est à rentrée scolaire, il y a un stress pas possible pour les parents. Et là, la Première Dame vient en appoint pour soulager les parents. C'est une grande joie pour nous. Après cette cérémonie qui tient lieu de lancement, la caravane de distribution de kits scolaires de la Fondation Children of Africa va parcourir les 15 localités retenues pour donner les kits scolaires et offrir en plus des vivres pour les cantines scolaires et du matériel didactique pour l'enseignement des écoliers. Le but ultime de cette caravane de distribution de kits scolaires lancée aujourd'hui par la Fondation Children of Africa est d'améliorer le taux de scolarisation et les résultats en fin d'année. Et chers élèves et parents d'élèves, pour enregistrer de bons résultats scolaires, il faut surtout se rendre à l'école dès les premiers jours de classe pour éviter de manquer quelques parties du programme. Malheureusement, dans bien d'établissements scolaires, l'engouement de la rentrée est bien faible. C'est le cas d'Adiaké, ville du sud-est du pays, où les classes n'affichent pas encore complet. Le constat de Thérèse Tapeyoboué. Depuis le 15 septembre 2014, la rentrée des classes est effective sur le territoire national. Mais des problèmes subsistent ça et là, notamment au niveau de quelques parents qui n'arrivent pas encore à trouver des moyens pour s'acquitter des frais d'inscription de leurs enfants. C'est le cas à Adiaké, où plusieurs élèves sont absents. Les temps sont durs, et puis pratiquement rien ne marche. Toutes les activités ne marchent pas. Donc ça fait que cette année, la rentrée scolaire est très difficile pour nous. Des responsables d'école demandent au gouvernement d'accorder un sursis aux parents pour l'inscription de leurs enfants. Autre problème évoqué, les difficultés de l'école primaire publique de Dioulakro 1. Cet établissement qui a vu le jour en 1978 compte 7 classes, dont 3 ont vu leur toiture totalement dégradée. Les enfants et les enseignants sollicitent des bonnes volontés pour leur venir en aide. On l'a appris hier, Afreximbank, la banque africaine d'import-export, installe une succursale régionale à Abidjan. La signature de l'accord de siège a eu lieu ce lundi en présence du chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le président de la banque, Jean-Louis Ekra, annonce que l'institution compte décaisser plusieurs milliards de francs CFA, environ 1250 milliards précisément, pour soutenir la croissance économique en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest francophone. Hugues Veblé. L'ouverture de la succursale d'Afreximbank, officielle depuis ce début de semaine, est pour le président de cette institution financière la continuation de sa solide coopération avec la Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques ivoiriens, avec la succursale d'Abidjan, disposent désormais d'un accès direct à ces programmes et facilités, une opportunité également valable pour toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Le développement d'infrastructures pour soutenir les activités économiques et commerciales dans la sous-région est une nécessité. L'Afrique de l'Ouest francophone représentait environ 33% du commerce de marchandises de la sous-région, avec une valeur totale de 11 milliards de dollars en 1994, qui est passée à 56 milliards de dollars en 2012. Avec des améliorations attendues, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau des infrastructures, ces montants sont susceptibles d'augmenter rapidement dans un avenir proche. L'installation de la succursale d'Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan y voit une marque de confiance et surtout la preuve que le gouvernement ivoirien est engagé sur la bonne voie pour consolider la paix ainsi que la stabilité politique et économique retrouvée.
Une voie dans laquelle il a besoin d'être soutenu par la banque qui aura également à stimuler le développement régulier du commerce africain. Le marché africain se doit d'être non seulement compétitif, mais également fortement intégré afin de renforcer notre position sur le marché international. Cela suppose une coopération interne plus forte et plus aisée. Face à ces défis majeurs, à ces importants chantiers, la Banque africaine d'import-export se positionne comme une solution judicieuse et nécessaire pour stimuler l'expansion, la diversification et le développement régulier du commerce africain. Afreximbank a actuellement en cours d'instruction ou de décaissement un montant total de demandes de prêts des opérateurs économiques ivoiriens d'environ 3 milliards de dollars US. 500 millions ont déjà été décaissés. La succursale d'Abidjan est la deuxième de l'institution financière dans la CEDEAO et la troisième en Afrique. Abidjan abrite depuis hier jusqu'à vendredi un groupe de travail régional sur le contrôle fiscal des opérations internationales des entreprises. Sont réunies les administrations fiscales des pays de l'UEMOA et de la Mauritanie. Ce groupe de travail, le premier du genre, est organisé par le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, soutenu par ses partenaires techniques et financiers. Guy Roger Nguessan, Abou Sanogo. Comment faire pour que les entreprises payent leurs impôts là où elles vendent et réalisent leurs bénéfices? C'est l'objectif de ce groupe de travail. Il regroupe des experts de l'administration fiscale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Mauritanie et des partenaires techniques et financiers. L'enjeu pour ce panel est d'analyser les pratiques fiscales dommageables pour l'économie et garantir les recettes sur les opérations économiques dans la sous-région. Les pratiques fiscales dommageables au niveau mondial, c'est des pratiques effectivement qui réduisent les bases d'imposition des sociétés multinationales et qui conduisent en fait à des transferts de bénéfices d'un pays à l'autre pour bénéficier toujours des taux de fiscalité les plus faibles. Et les pays de la sous-région sont particulièrement touchés par ces pratiques. La fraude des multinationales fait perdre de nombreuses ressources aux États. Pour apporter une réponse appropriée, le ministre chargé du budget Abdourahmane Sissé préconise une mutualisation des efforts. Dans nos pays, la fiscalité est basée sur la déclaration. Donc tout se fait sur la base déclarative. Donc lorsque vous partez sur une base déclarative, il faut absolument avoir un contrôle fiscal qui soit le plus bon possible. Donc un accent important doit être mis sur le contrôle fiscal. Donc sur cette base-là, nous avons jugé bon de mutualiser nos efforts et de mutualiser nos connaissances. Le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, est l'initiateur de cette rencontre sur le contrôle fiscal des opérations internationales des entreprises. En 5 jours, il compte définir une stratégie d'action pour venir à bout des multinationales mauvais payeurs de l'impôt dans les 8 pays de l'UEMOA et la Mauritanie. Un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire, 12 milliards de francs CFA seront investis dans le département de Dikodougou. Il est situé dans la région du Poro. Autant d'argent pour mettre en marche un projet de grande production de maïs à grains jaunes. Le lancement a été fait par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec Charles Tatou. La filière maïs va contribuer à la valorisation des potentiels économiques, notamment celle de l'agriculture, tant elle constitue un maillon extrêmement important pour l'alimentation humaine et l'élevage moderne à haut rendement. En témoigne l'investissement en cours de l'entreprise agroalimentaire Cipra avec son projet de production intensive de maïs à grains jaunes. Le projet va être exécuté sur le site de l'ex-ferme sémencière de Wamiesouka dans le département de Dikodougou. Estimé à 12 milliards de francs CFA, il démarre ses activités à la campagne 2014-2015. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan y a effectué le déplacement pour le lancement officiel de ce projet. Occasion pour les élus de la région du Poro d'exprimer leur joie pour cet investissement qui profitera à leur population rurale. Le président du conseil d'administration de l'entreprise, lui, revient sur les impacts de son projet. Notre projet consistera donc à mettre en œuvre sur le site de Wamiesouka une production intensive en régie propre de 5500 hectares de maïs grain à haut rendement. Parallèlement, nous conduirons un programme de promotion de parcelles villageoises pour une superficie au moins équivalente dans un premier temps et dont l'ensemble de la production villageoise
sera racheté par notre société, la CIPRA. Le ministre en charge de l'agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a signé l'accord cadre qui va sceller le partenariat entre la CIPRA, promoteur du projet, et l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan salue l'initiative de la CIPRA qui, selon lui, devra être suivie par les autres entreprises. Ce projet va permettre dans un premier temps la réalisation d'un investissement de 18,8 milliards de francs CFA pour une production de 47 500 tonnes de maïs grain sur 10 000 hectares. Dans une seconde phase, le niveau d'investissement prévu est 45 milliards de francs CFA pour une production de 135 000 tonnes de maïs grain sur 30 000 hectares. Ça va générer 550 emplois directs. En plus, le projet prévoit l'encadrement direct de 20 000 hectares de plantations villageoises. Il touchera ainsi 20 000 familles et permettra à environ 120 000 personnes d'améliorer leurs conditions de vie. Une visite de la plantation expérimentale de maïs a mis fin à la cérémonie. Voilà une visite qui vient réchauffer l'axe Abidjan-Ottawa. Le chef de la diplomatie ivoirienne revient d'une visite d'amitié et de travail au Canada. Charles Dibi Kofi a multiplié les contacts et échanges avec les autorités canadiennes. De part et d'autre, la volonté d'approfondir la coopération a été affirmée. Sidonie Davila. Côte d'Ivoire, Québec, des relations bilatérales maintes fois renouvelées, mais toujours aussi bien appréciées par les acteurs. Une satisfaction à nouveau constatée cette semaine du 15 au 17 septembre lors de la visite du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi au Canada. La visite a débuté par une série de rencontres avec le gouvernement fédéral à Ottawa et s'est poursuivie sur le site de l'aviateur Bombardier à Mirabel près de Montréal. C'est un client qui est au démarrage, alors on a beaucoup d'espoir que ça devienne un grand client pour nous. Alors, c'est important pour nous de développer Côte d'Ivoire parce que c'est un marché qui est vraiment un marché émergent et important. Ici, le ministre a eu l'occasion de visiter l'unité des assemblages d'entrepôts d'avions, mais aussi de s'informer de l'évolution de la commande des avions Q400 passés par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à travers le général Koulibaly qui en assume la présidence du conseil d'administration, a fait un très bon choix. Surtout qu'on veut démarrer les vols domestiques et le vol de très court courrier. Je pense qu'il a trouvé des avions de type adapté. Le Q400, je l'ai regardé, c'est un avion de beau calibre, belle configuration. Et je pense et en plus, le coût opérationnel est assez réduit. Et donc ça permet bien entendu à la compagnie aérienne de rentabiliser son investissement. Moi je souhaite simplement que très rapidement, dans les délais impartis, que la livraison se fasse. Après l'aviateur Bombardier, cap a été mis sur la ville de Saint-Hyacinthe à l'Institut de technologie agroalimentaire. Le ministre Charles Kofi Dibi, avec sa délégation, s'est imprégné de l'expérience canadienne en gestion d'entreprises locales et en technologie des productions animales. Ce moment a aussi favorisé une rencontre avec la quinzaine d'étudiants ivoiriens inscrits à l'Institut agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Le séjour du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi au Québec a pris fin sur une audience avec son homologue Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Le maire de Grand-Bassam voit grand. Il envisage créer un pont de coopération entre sa commune et celle de Palerme en Italie. Pour atteindre cet objectif, Ezalé Georges Philippe était en visite dans la ville de Sicile en Italie. Une signature d'accord de partenariat entre la commune de Palerme et de Grand-Bassam a eu lieu il y a quelques jours. Hamza Diaby. Mariage désormais scellé entre la commune de Grand-Bassam et la commune de Palerme en Italie. Ezalé Georges Philippe, le maire de la commune de Grand-Bassam, et son homologue de la ville de Palerme, Léo Luca Orlando, ont signé récemment en Sicile un accord de partenariat entre leurs villes éloignées. L'objectif de cet accord, favoriser le développement économique, culturel et environnemental. Cette initiative de l'UNIS, l'Union des Ivoiriens en Sicile, vise également à améliorer la qualité de vie des populations vivant dans cette ville d'Italie. Cette rencontre de coopération qui s'est tenue en présence de Congo Wabo Jean Josselin, chargé de la coopération et des relations extérieures, a débouché sur plusieurs projets. Ce sont notamment l'appui à la création
création et à la mise en place de l'Office du tourisme de Grand Bassam, la participation des artistes de la ville patrimoine de l'UNESCO au concert de l'Opéra de Palerme et la formation et le renforcement des capacités des artisans. Cette cérémonie avait pour thème Grand Bassam hier, aujourd'hui et demain. Elle a permis la rencontre et la réconciliation des Ivoiriens vivant en Sicile depuis la crise post-électorale. D'autres nouvelles fraîches de New York, cette fois coup de projecteur sur le sommet mondial sur le climat qui s'est ouvert ce mardi à New York au siège des Nations Unies. Le président Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie d'ouverture. Jérôme Kofi Aboulé. Le sommet mondial sur le climat, thème ayant marqué cette journée de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République de Côte d'Ivoire intervenant sur le sujet a indiqué que la Côte d'Ivoire entendait promouvoir les énergies propres et renouvelables afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte de l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius. Pour le président de la République, le but est de rééquilibrer le mix énergétique national dominé à 75,5% par les énergies fossiles en augmentant notamment la production des énergies propres et renouvelables. Un autre temps fort de cette journée, la réunion présidentielle sur l'initiative Sud-Sud pour l'énergie, une réunion organisée par le président ghanéen John Dramani Mahama. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a pris part, tout comme celui de la Guinée équatoriale aux côtés du président ghanéen. Mais avant cela, le chef de l'État ivoirien a reçu des personnalités au siège de l'ONU. D'abord, Mme Elizabeth Littlefeld, présidente de l'OPIC, Overseas Private Investment Corporation. Nous avons parlé de toutes les opportunités économiques en Côte d'Ivoire. Notre mandat, c'est d'essayer d'attirer l'investissement direct venant de l'étranger vers la Côte d'Ivoire. Et nous avons parlé de plusieurs secteurs qui sont propices et qui sont intéressants et qui peuvent éventuellement attirer des investissements américains, tels que le tourisme, la télécommunication, l'infrastructure, etc. Juste après la présidente de l'OPIC, c'est au tour de la présidente par intérim de la République centrafricaine de rencontrer le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale. J'ai voulu qu'il y ait ce premier contact pour pouvoir par la suite bénéficier de l'expérience ivoirienne en matière de résolution de la crise, mais surtout renforcer une coopération longue entre la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à partir de ce contact, où en tant que petite sœur, j'ai fait le premier pas vers mon grand frère, nous allons dorénavant améliorer nos relations. Pour Catherine Samba Penza, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara était une occasion à ne pas rater. La présidente par intérim de la République centrafricaine estimant qu'elle était nécessaire pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Retour à Abidjan et sachez que les premiers logements sociaux seront livrés dans le premier trimestre de 2015. Information donnée par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, Mamadou Sanogo. Depuis samedi, il a entrepris une série de visites sur les sites des chantiers en cours de réalisation. Sidonie Davila, Roger Appé. Une nouvelle vie commence du côté de Badiankouté de Songonkouté dans la commune de Songon. Les travaux de construction de logements destinés aux ménages à revenus moyens avancent à grands pas. Les souscripteurs se verront remettre les clés de leur maison dès le premier trimestre de 2015. En visite sur les sites de construction à Badiankouté de Songon, Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, se dit impressionné par l'état d'avancement du projet. Nous nous rendons compte avec beaucoup de bonheur que c'est effectif. Presque partout, les promoteurs ont en tout cas engagé la construction d'un minimum de 50 logements. Il y en a qui sont à des centaines. C'est quand même très très encourageant. L'opération de construction de logements sociaux permet à des milliers d'Ivoiriens d'avoir des maisons décentes et permet aussi aux jeunes Ivoiriens d'avoir de l'emploi. La preuve, plusieurs jeunes sont en activité sur les différents sites destinés au projet. Je veux dire merci en tout cas au chef de l'État pour le programme de logement socio-économique. Grâce à ça, nous les femmes, nous avons eu aussi du boulot. Les travaux avancent certes, mais sur l'ensemble des 46 promoteurs, l'on note la défaillance de certains.
S'adressant à ces derniers, le ministre s'est voulu ferme. Le protocole d'accord qui lie les différents promoteurs au ministère de la Construction stipule que les promoteurs qui ne seront pas à la hauteur de l'engagement pris par l'État se verront retirer leur contrat d'agrément. Le ministre des Transports informe les voyageurs par voie aérienne et l'ensemble de la population qu'un exercice de gestion de crise en sûreté de l'aviation civile se déroulera le mercredi 24 septembre 2014, donc demain, de 8h à 11h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Cet important exercice qui intervient conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation internationale, OACI, a pour objet de tester le plan d'urgence de l'aéroport. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan restera ouvert à la circulation aérienne publique et tous les vols prévus seront normalement effectués par les compagnies aériennes nationales et internationales. À l'étranger, au Proche-Orient, 2 Palestiniens soupçonnés d'avoir enlevé et tué 3 adolescents israéliens en juin dernier sont morts ce matin dans une opération des forces israéliennes en Cisjordanie. Ils étaient recherchés depuis 3 mois. L'incident a suscité une vive émotion et des manifestations à Hébron. L'armée israélienne abat les 2 assassins présumés des 3 jeunes juifs enlevés et tués en juin. Les soldats de Tsahal ont encerclé une maison à Hébron mardi. Une fusillade a alors éclaté. Les 2 Palestiniens, membres du Hamas, étaient recherchés depuis plusieurs semaines. L'assassinat des 3 jeunes Israéliens avait déclenché un cycle de violence dans les territoires occupés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.